Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler avec Julia parce qu'elle m'a interpellée sur quelque chose qu'elle a dit quand on avait discuté toutes les deux, qui était qu'elle avait des cycles émotionnels tous les 5 ans, qu'elle devait nettoyer certaines émotions tous les 5 ans. Puis là, j'ai fait de quoi tu parles? Et donc du coup, je me suis dit, ben justement, on va en parler, puis on va enregistrer ça. Donc bonjour Julia. Salut Blandine, j'adore ton introduction. Parce que moi, tu sais, j'ai un truc dans la vie, c'est vraiment moi, c'est la peur, mon sujet, mais plus en termes d'acceptation, puis d'amener de la douceur, de la conscience dans tout ça. Puis là, je me suis dit, cycle émotionnel, tous les 5 ans, comment ça revient tous les 5 ans? J'ai un espèce de petit schéma là qui apaise bien quand on a des blessures, puis on se tape tout le temps la tête sur, mais non, mais ça revient encore, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je le remontrerai tantôt. Donc, c'est ça la discussion d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un petit peu qu'est-ce que tu fais et comment tu t'es rendu à faire ça? Ouais, j'ai presque envie de commencer par comment j'en suis rendue. C'est bizarre, je commence par l'inverse. Vas-y, go. Donc moi, j'étais architecte en fait et j'ai fait un burn-out assez important qui m'a conduit à reconsidérer complètement en fait le point de vue de la vie. Et ça m'a amené après mon burn-out en tant qu'architecte. Donc j'ai laissé tomber le beau titre, la belle renommée, donc tout ce qu'on avait dans la matière en termes de présentation identitaire pour aller vraiment dans la spiritualité. Et je me suis rendu compte que l'un ou l'autre n'était pas la bonne réponse. Il y avait quelque chose au milieu entre finalement le ciel et la terre qui était l'être humain. Et l'être humain, finalement, c'est un canal. Et le but, je crois, c'est d'arriver à danser, à maîtriser avec les émotions. Et quand j'ai commencé ce chemin-là, finalement, je me suis rendu compte que toute la vie était une question d'harmonie. C'était pas une question de stabilité pure, mais vraiment de danser avec ces énergies qui nous traversaient. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur la gestion émotionnelle. Je suis fascinée par ça, fascinée par les émotions, comment elles nous traversent, comment on peut les exprimer aussi. Donc, j'adore l'art, tout ce qui est art, parce que ça nous permet en fait de nous exprimer. Et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs justement à réaliser leurs projets avec sérénité dans cette harmonie-là. Soit pour ramener plus leurs idées concrètement, soit pour un peu se libérer de la structure et être de plus en plus créatif, mais toujours en alignement avec ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Ouais, l'alignement, c'est pas mal important justement, puis les émotions nous aident à nous aligner parce qu'elles nous donnent des indications précieuses. Puis à propos d'indications précieuses, je le mets ça direct ici, c'est que tes coordonnées vont être dans la description de la vidéo. Comme ça, si quelqu'un veut venir te voir et travailler avec toi, ben, il saura exactement où aller. Mais là, tu sais, je reviens, parce que moi, j'ai des idées fixes dans la vie. Et celle-ci, c'en était une quand on a discuté. Tu m'as dit, j'ai des cycles émotionnels de nettoyage de 5 ans. Je fais, OK. Là, j'ai bugué, j'ai fait, non, faut qu'on se parle. Et c'est quoi ça, ces cycles émotionnels là, tu sais, c'est quoi comment t'en es rendu là, tu sais, à te dire, OK, j'ai des cycles émotionnels de 5 ans, tu sais, ça mange quoi en hiver, des cycles émotionnels, tu sais? Alors, c'est sûr que c'est une partie de la conversation, puis c'est un morceau, mais en tout cas, c'est un bon début pour entamer une belle discussion sur un peu comment fonctionnent les émotions. Et Mm-hmm. bon, je me suis formée aussi, je me suis formée en loi biologique, ce qui se rapproche de la biologie totale. Pour ceux qui connaissent, c'est un mot qui n'est plus utilisé maintenant pour plein de raisons. Mais le principe, en fait, est que on a des émotions qui sont plus fortes, qui vont venir nous traverser plus fortement dans la vie, et ça va être pour moi, c'est mes croyances. Avec qui ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas avec vous, bah, juste un tout petit peu d'ouverture d'esprit pour cette entrevue-ci. Eh bien, je crois vraiment on a des événements qui sont plus traumatisants, qui viennent plus nous marquer et viennent s'imprégner en fait dans notre corps en bloquant, en scellant, en fermant une émotion. Et finalement, tant que cette émotion, elle est prise, elle est compactée, elle est engrammée dans notre inconscient, eh bien, la vie va nous la resservir et la resservir selon des cycles, selon comment il a été imprégné. Et en fait, quand on Mm-hmm. a commencé la discussion, en ce moment, je travaille, à l'heure de l'enregistrement de cette entrevue, je travaille vraiment sur beaucoup de honte. La honte, notamment des femmes dans ma lignée, c'est un peu une confession, mais en ce moment, je suis là-dedans, donc je vous le partage. Ça me La parle, honte qui a ça me été parle fort. fait, ça te parle. Tu sais, la honte de ce qui a été fait, pas fait, mal fait. Et tout ça, ben, finalement, j'ai commencé à le ressentir vers l'âge de 5 ans.
Donc, moi, mon grand cycle, en fait, en ce moment, donc moi, je suis dans un âge où c'est sur un cycle de 5 ans. Donc, je le ressens particulièrement fort en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, je ne vis pas d'autres émotions et ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes. C'est juste observer. Donc, on fait une observation. On commence par observer que chaque 5 ans, c'est vraiment intéressant parce que je vis dans l'année-là des émotions ou un sujet qui revient beaucoup plus que les autres. Et c'est une opportunité, en fait, de le libérer. Puis ça ne sera pas forcément à 100% selon les incarnations. Puis ce n'est pas le but. On ne veut pas forcément à 100% ne plus jamais vivre cette émotion-là. Non, parce que sinon, c'est une recherche de perfection qui mène nulle part non plus. C'est pas le but. Pour moi, je pense que c'est pas le but. Toutes les émotions sont importantes. Mais quand c'est une émotion qui vient dans une contraction forte du cœur, elle devient prioritaire parce que ça nous bloque pour notre évolution. Donc, la vie va nous servir. Toujours le même plat, tant qu'on s'en occupe pas. Je pense que c'est là que, tu sais, je t'avais montré le petit dessin quand on avait discuté toutes les deux hors enregistrement. Puis moi, ce dessin-là m'avait beaucoup soulagée parce que ça disait, regarde, là, le petit point initial, c'est ta blessure. C'est vraiment, on a tous une blessure fondamentale. Après, bon, on peut dire que c'est mes croyances, mais moi, c'est ce que je remarque. Je remarque qu'on a une blessure fondamentale, puis le trait, c'était la ligne de vie. Puis après, c'était les cercles qui fait qu'on retombe sur le chemin de cette blessure-là, qui peut faire croire que finalement, on n'a pas bougé, on a stagné, genre encore, ça y était. Je pensais que je l'avais réglé ce truc-là, mais non, ça revient. Et puis là, il y a un moment de désespoir, en mode, c'est pas vrai, je vais jamais en sortir. Et on fait un autre cycle, on fait un tour de spire et paf, on le retombe. Mais en fait, c'est comme si, moi, ce que j'avais compris à l'époque de la prof qui m'avait dit ça en maîtrise en psychosociologie, c'est qu'en fait, on libère une couche de plus à chaque nouveau cycle. Et c'est en fait, c'était sur ça que je voulais qu'on échange parce que c'est vrai que des cycles, déjà 5 ans, est-ce que tout le monde a 5 ans comme cycle? Est-ce que c'est genre vraiment un métronome ou comment ça marche? Non, en fait, on va ressentir. Bon, en fait, finalement, moi, je me suis rendu compte que je l'avais déjà eu à ma naissance par rapport aux conditions dans lesquelles je suis venue au monde, littéralement. Ouais, donc, très important. Ça a été marqué déjà à la naissance. Donc, ce cycle-là, il aurait pu être redécoupé en plus petit. Mais je te dirais que j'ai vraiment commencé à faire une grosse recherche parce qu'il y a eu un événement majeur quand j'avais 5 ans. Et là, c'est l'événement où je me suis vraiment souvenue de cet événement-là. Et je dois faire cette parenthèse. Je ne sais pas si vous croyez aux synchronicités ici, mais on parle de nettoyage émotionnel. Et je vous dis que c'est extraordinaire la vie parce que cette semaine a été vraiment compliquée. Et à l'heure de cet enregistrement d'entrevue, vous me croyez ou pas, il y a un camion poubelle qui vient nettoyer entièrement la rue en même temps que je vous parle. Donc, quelle synchronicité! On est en plein dans le nettoyage. Donc, si vous voulez vous calibrer à cette vidéo... Je pense que ça va être puissant. Donc, tout le monde a des cycles et c'est une opportunité. Personne n'est tout seul. En fait, on en vit tous ces cycles-là. Mais selon des personnes qui vont avoir, on peut aller voir en hypnose, on peut aller voir sous différentes façons, mais ils vont dire, moi, je me revois à l'âge de 3 ans. Là, ça va être un cycle qui va être plus sur 3 ans. Je me revois à l'âge de 7 ans. Ça va être plus un cycle de 7 ans. Il faut savoir aussi qu'avec ta spirale que tu as dessinée, plus on multiplie ce cycle, moins il devient précis. C'est quelque chose que je remarque aussi. De 5 ans, si je prends mon exemple, vraiment à l'âge de 5 ans, j'ai vécu vraiment un traumatisme important. J'ai fait ma première sortie de corps, c'était vraiment très particulier, c'était des cauchemars qui revenaient en boucle. Donc là, j'ai très conscience de l'événement, très conscience de l'émotion. Ça fait à peu près tous les 5 ans. Mais si on multiplie vers l'âge de, si on dit 45 ans, ça se peut que ce soit 45 ans, 46 ans, 47 ans. Ou peut-être même 44. Peut-être même 44, exact, parce que le cycle, il n'est plus tout à fait exact. Le but, c'est juste d'avoir conscience que tout le monde vit ça. Et la première étape, c'est vraiment la conscience pour pouvoir faire ce nettoyage. Mais justement, quand tu parles de conscience, moi, ce qui m'a interpellée dans la discussion qu'on avait eue toutes les deux avant, tu dis, moi, j'ai un cycle émotionnel,
tous les 5 ans, mais moi, j'ai pas conscience de ça. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui est monté à ma conscience. Ça veut pas dire que j'en ai pas, mais c'est pas quelque chose que je saurais montrer du doigt, aussi précisément que tu as l'air de pouvoir le faire pour toi. Comment je pourrais faire, pour pointer du doigt, ah, ok, donc non seulement c'est telle émotion, mais en plus c'est telle périodicité auquel ça revient. Comment toi t'as fait? Je pense que chacun a une incarnation bien précise avec des défis bien précis. Et j'avoue que je me suis fait pas mal aider par des chamans, mais aussi beaucoup de personnes holistiques qui m'ont tous dit la même chose. À un moment donné, ils m'ont dit, Julia, t'as pas une incarnation qui est facile. Évidemment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, mon domaine de prédilection, c'est l'harmonie, la quête d'harmonie pour la gestion des conflits. Bon, ça fait du sens. Je pense qu'en premier, il n'y a pas besoin de chercher un problème là où il n'y en a pas. Si les personnes n'en ressentent pas le besoin, n'allez pas forcément creuser pour rien. Maintenant, la base, c'est vraiment l'observation, prendre conscience de, tiens, je m'arrête, je respire, qu'est-ce que je vis en ce moment? Comment je vais? Comment mon cœur va? Et comment c'est cette observation, en fait, de nous, tout simplement? Est-ce qu'il y a des cauchemars qui me reviennent d'un point de vue cyclique? Moi, ça a été mon cas. C'est comme ça que ça a commencé. Je faisais des cauchemars cycliques. Puis ce cycle, c'était 2 ans. Tous les 2 ans, à un moment donné, ça s'est accéléré. Ça, c'est un signe que ça doit être notre priorité. Ça, c'est ce que je crois. Si on a une situation lambda, mais on a toujours la même émotion qui se déclenche, peut-être que ça serait bon d'aller la noter. Prendre le temps d'écrire. Qu'est-ce que je ressens? Ah, c'est intéressant. C'est fou, là. À chaque fois que je me retrouve en auto, je suis stressée, ou j'ai cette peur, ou je ressens ça. OK, ça, c'est intéressant d'aller creuser plus loin. OK. Mais tu sais, c'est parce que moi, ce que je trouvais interpellant là dans des choses qu'on avait échangées, c'est quand tu me disais que finalement, tu sais, l'émotion, elle n'arrive pas toute seule. Tu sais, parce que là, tu parles, tu sais, si on se rappelle d'un événement à 3 ans, a priori un cycle de 3 ans, à 5 ans, c'est un cycle de 5 ans. Tu sais, c'est qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'une émotion n'arrive pas toute seule, tu sais, puis tu parles d'un événement fort, tu sais, comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qui fait que là, tout d'un coup, on est marqué au fer rouge avec cette émotion, cet événement, il se passe quoi? Ça, c'est vraiment plutôt on en parle en programmation. Donc, ce que j'appelle en programmation de l'inconscient, ça c'est vraiment des lois biologiques, biologie totale. Je pense que la neuroscience en parle aussi de cette fameuse programmation. Donc, on a une partie consciente du cerveau qui est moins de 10% et une partie inconsciente. L'inconscient, c'est notre disque dur. C'est comme un ordinateur, c'est notre disque dur. C'est nécessaire de ne pas avoir tout en conscience. Notre conscience, c'est notre mémoire vive. Ouais, sinon ça saturerait un peu beaucoup quand même. Ça serait pas le but, on n'aurait pas d'archives. Donc, les archives sont dans notre inconscient. Et ce qui se passe quand un événement est trop traumatisant, on a un corps physique. Le but du cerveau, c'est notre survie. À la base, c'est notre survie. Lui, il cherche toujours à nous protéger. Ouais. Donc, eh bien, si on vit un événement trop traumatisant, il va sceller l'événement pour qu'on n'ait plus peur, pour qu'on ne soit plus figé, pour qu'on puisse fonctionner, en fait. Notre circuit, notre mémoire vive fonctionne. Donc, c'est comme s'il y avait un dossier avec un bug dessus, puis en fait, on ne peut plus ouvrir le dossier parce que si on l'ouvre, eh bien, c'est trop fort. Ça prendrait toute la place. OK. Donc, à chaque fois qu'on revit, en fait, ce que j'ai appelé un peu les cycles d'émotions, mais encore une fois, ça peut être, c'est pas forcément 5 ans. Moi, je parle de celui-là parce que je suis vraiment dedans en ce moment. Eh bien, c'est une opportunité d'ouvrir un petit peu le dossier. Donc, on va vivre des événements, on va les manifester autour de nous, des circonstances, des gens, comme des acteurs qui vont reproduire une scène pour nous faire revivre cette émotion-là. Mais le dossier, en général, ne peut pas être ouvert au complet parce qu'il y a eu un gros bug. C'est pour ça que je dis que ça ne peut pas arriver tout seul. Donc, le bug, c'est l'événement traumatisant avec une émotion. C'est trop fort. Ouais. Et est-ce qu'on pourrait qualifier ça, parce que quand tu dis ça, moi, ça me fait penser un peu à quelque chose que moi, j'amène dans la vision de la peur que je développe, la vision vraiment unique que je développe. Et je dis, pour moi, j'appelle ça le réflexe de vie. C'est-à-dire, à l'événement traumatisant, bon, moi, je parle pas de cycle, toi, tu parles de cycle, mais moi, je parle un peu
tous les événements qui ont été traumatisants. Tu sais, c'est comme si notre système de sauvegarde avait mis ça sur une étagère, tu sais, l'avait enlevé de là, l'avait mis sur une étagère pour que ça soit protégé, tu sais, puis après, ben, les autres événements qu'on vit après coup qui sont en lien avec ça, c'est le petit bout qui est sur étagère qui fait youhou, je veux revenir avec tout le monde, tu sais. Et c'est comme un réflexe de vie, tu sais, de réintégrer, tu sais, cette partie-là qui a été exilée, qui a été scellée, comme toi tu dis, la réintégrer dans le tout, tu sais, pour se sentir, tu sais, justement plus complet, puis arrêter d'avoir tout un tas de mécanismes de compensation. Est-ce que ça pourrait correspondre à ce que toi tu dis? Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, il n'y a pas une façon parfaite et figée de le dire. Il y a toujours différentes façons. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la conscience, même plein de, on va dire, même le bouddhisme ou le taoïsme, en fait, ils vont tous avoir leur façon de dire les choses. Mais en fait, en gros, on parle tous de la même chose. On parle tous de comment finalement fonctionne notre cerveau, notre conscience, notre inconscience, comment on ramène en conscience. Tant qu'on n'a pas conscience, on ne peut pas travailler sur l'émotion. C'était ça aussi, ça c'était important. Donc quand c'est sur une étagère, eh bien tu ne peux pas t'en occuper. Non. Alors, tu n'as pas accès, tu n'as pas le lien, tu n'as pas le chemin pour y aller. Exact. Mais justement, tu sais, ça veut dire que, tu sais, si je t'entends bien, ça veut dire que chaque personne a eu un événement traumatisant majeur, entre guillemets, dans sa petite enfance. Je ne sais pas comment, tu sais, petite enfance, moi, j'amène ça entre 0 et 7 ans, là, parce que j'imagine qu'il n'y a pas des cycles de 15 ans non plus, tu sais, il se passe pas mal de choses avant. Donc, ça veut dire que chaque personne a eu un événement majeur dans sa petite enfance qui va déclencher des cycles avec une émotion particulière à travailler toute sa vie. Alors, en fait, déjà, ce qui me vient, c'est que c'est soit par cycle, soit ça se fige et ça crée une maladie physique ou comportementale. OK. Donc, il n'y a pas aussi que forcément des cycles. Ah, intéressant. Ouais, c'est que, encore une fois, c'est selon mes croyances, mes recherches et ce que tu as lu jusqu'à présent et ce qui a fait du sens pour toi. C'est que si une émotion est vécue vraiment en force sur stress et qu'elle, non seulement elle est bloquée, mais c'est impossible d'y avoir accès tellement le dossier est gros, ça prend toute la place, ça peut aussi se transformer en maladie donc physique ou comportementale. Okay. Donc en fait, c'est un foyer de neurones qui est gelé littéralement dans notre inconscient. Et donc, comme tout fonctionne par transmission d'informations dans notre cerveau, c'est à ça que servent les neurones. Ouais. Si le foyer de neurones est bloqué et scellé, eh bien l'information ne passe plus. Donc l'information dans le corps ne passe plus ou va créer un blocage quelque part. Et chaque espace de notre corps, chaque organe a une signification. C'est pas un hasard, ça tombe pas un hasard. Si ça se gèle pas n'importe où dans le cerveau au petit bonheur la chance. Exact, ça se gèle pas n'importe où et ça par lien direct, j'ai envie de dire, ça se reflète pas n'importe où dans notre corps. Chaque organe est lié à une émotion. Donc, plus on va aller voir ça, plus c'est fascinant. Vous pouvez faire vos recherches aussi, mais moi, je trouve ça vraiment fascinant. Donc, de savoir que le foie correspond à telle émotion, les poumons à une autre. Et c'est fascinant. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire vos recherches. Mais là, je veux juste piquer la curiosité pour dire que ça existe. Donc, c'est pas tout le monde qui a des cycles, mais ça peut être aussi vraiment très, très fort. Et ça va être finalement ce qui va poursuivre l'incarnation. Mais à la base de base, on n'a pas tous les mêmes incarnations. Il y a des incarnations qui vont être beaucoup plus tranquilles, qui vont avoir moins de traumatisme. Et puis, il y a des incarnations qui vont avoir un traumatisme majeur et plusieurs autres, où toute la vie va être plus compliquée. En fait, là-dessus, tout le monde est unique. Je crois que l'âme vient faire une expérience terrestre, une expérience de la matière. Donc, on n'a pas les mêmes... on n'a pas les mêmes programmations de base. On n'a pas les mêmes défis non plus. Oui, non, mais je trouve ça intéressant, la notion de cycle ou pas cycle, tu sais, ou quelque chose qui perdure de manière un peu continue tout le long de la vie. Mais quand même, parce que bon, tu dis faites vos recherches, mais moi, je serais quand même curieuse que tu donnes un exemple. Peux-tu donner un exemple, tu sais, d'une émotion qui sera associée à un organe, qui s'est associée, tu sais, tu parles de maladie physique ou comportementale, je sais pas trop quelle différence tu fais entre les deux. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose, par exemple?
La maladie physique, on la comprend bien, c'est la maladie physique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un blocage, un creux ou de la masse, ou alors ça va aller trop vite. Donc, soit c'est un blocage, soit ça bloque, soit ça ouvre. Et on le voit parce que c'est physique, littéralement. Donc, on va faire des radios, on le voit, ça c'est facile. La maladie comportementale est plus difficile parce qu'elle n'est pas tangible. Donc là, ça va être plutôt une maladie qui peut être jusqu'à la maladie mentale, dite mentale, mais pour moi, là-bas, c'est un comportement. C'est une habitude que l'on a, c'est une façon de réagir aux événements, aux situations que l'on a. Donc, ça revient à dire que c'est comportemental. C'est la façon dont on se comporte. Okay. C'est malgré nous. C'est un réflexe, c'est codé dans notre cerveau. Donc, oui, c'est pas comme si notre volonté avait accès à vouloir changer les choses. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Ouais. J'ai oublié le début de ta question. En fait, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui. Autant, on va dire, autant un de maladie physique qu'un de maladie comportementale. Après, je te laisse choisir l'exemple comme tu veux. Mais c'est pour mieux se rendre compte, parce que tu sais, des fois, je comprends un peu la théorie de ce que tu dis, mais s'il y a un exemple, c'est comme si ça frappe plus. Donc, encore une fois, là, je suis obligée de faire un disclaimer. Je suis pas thérapeute, puis tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment un titre de réflexion uniquement. Et ce n'est vraiment, dans cette entrevue, pas à prendre pour content. Si vous avez ce type de maladie, si vous avez le type de symptômes, c'est vraiment important d'aller voir un spécialiste de la santé qui va pouvoir vous poser un diagnostic. Voilà. Et puis, ouais, voilà, c'est-à-dire que, voilà, de toute façon, d'une manière générale, moi, je prône vraiment le libre arbitre et le fait de voir ce qui résonne avec nous et pas de tout prendre pour argent comptant, parce que clairement, sinon, on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre, puis c'est le début de la fin. Donc, tout ce qui va être dit ici, c'est vraiment une petite suggestion. Concernant les organes, un organe qui revient assez souvent en ce moment, c'est le foie, par exemple. Tout ce qui va être biliaire, le foie, en fait, c'est lié à à l'émotion de la colère. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Souvent, on voit que toutes les expressions du langage courant sont avec ça. C'est labile, c'est vraiment remuer, ressasser, revenir en boule sur quelque chose qui crée un trop plein d'énergie, et ensuite, eh bien, c'est cette fameuse énergie de colère. L'émotion de la colère, souvent, va affecter le foie, va affecter la vésicule biliaire, va affecter cette région du corps. Ça revient vraiment très, très, très souvent. Okay. Et puis, les maladies physiques, là, c'est plus complexe que ça, puisqu'elle va être codée sur l'émotion et la région du corps. Chaque région du corps a aussi un symbolisme. Donc là, je ne sais pas si j'ai vraiment un exemple concret, mais je te dirais que, par exemple, toute la colonne vertébrale correspond à notre structure de base. C'est-à-dire que quand on va modifier nos croyances, quand on a mal au dos, c'est qu'en fait, on est en train de modifier des croyances. Puis selon là où on va avoir une douleur ou un déplacement particulier, donc c'est codé, hein, les cervicales, et bien là, ça aura une signification encore plus précise. Ouais, c'est-à-dire que par exemple, si je suis en train de faire un travail sur moi pour enlever un certain nombre de, je sais pas, je dis parce que c'est souvent ça que j'entends ces temps-ci, croyances sur l'argent, par exemple. Ben, les croyances sur l'argent, il me semble que c'est dans le bas du dos. C'est les vertèbres lombaires ou des choses comme ça. Il y a des choses avec, ah, tiens, je suis en train de travailler mes croyances avec l'argent, puis tiens, j'ai mal à telle vertèbre. Et ça me donne comme des indications supplémentaires de où est-ce que c'est bloqué, c'est ça? Ben, ça peut être ça. L'important, c'est que ça nous parle à nous, en fait. Après, il y a des livres qui sont vraiment intéressants. Il y a le livre, un qui est assez accessible, qui est le livre de Jacques Martel sur le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Celui-là, c'était une bonne introduction, justement, si ça vous intéresse, à aller faire du décodage. Mais je pense que le décodage, en fait, ne s'invente pas, il s'apprend vraiment. Même si je suis en voie de formation, ça prend des années à maîtriser le décodage, vraiment pour que ce soit précis. Et c'est toujours mieux de se faire aussi accompagner là-dedans dans la démarche. Accompagner de plusieurs façons, par quelqu'un qui s'y connaît réellement et aussi par un thérapeute ou qui va permettre en fait de trouver un équilibre, parce que quand on ouvre des dossiers qui sont très très lourds, ça peut brasser. Donc c'est important d'être bien entouré.
ou d'être prêt à faire vraiment les recherches, mais entourez-vous de personnes qui sont compétentes si possible. Ouais, c'est ça mon Oui, non, mais et justement, tu évoques le livre de Martel, tu sais, sur les mal et maladies, tout ça. Moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'imprécisions dans ce livre-là. Tu sais, ça peut être un bon début pour se familiariser à ça. Mais moi, ce que j'ai entendu par des gens qui font ça, le décodage biologique, etc., ils disaient s'il y a des énormités qui sont mises dedans parce que ce gars-là n'était pas un thérapeute qui voyait des gens de ce que j'ai entendu, ce que moi j'ai retenu, et qu'en fait, il faut faire attention à pas prendre pour argent comptant, y compris ce qu'il y a dans ce livre-là, mais justement d'aller voir des thérapeutes qui voient du monde. Tu sais, c'est pas, ça se passe pas juste, tu sais, genre oh j'ai appris des choses, puis je te plaque une réalité, mais tu sais qui voient vraiment du monde parce que visiblement il y a des choses qui peuvent être très différentes de ce qui est marqué dans ce livre. Alors, moi, ce que je trouve fantastique avec ce livre-là, c'est que il permet d'introduire à ça. Tu sais, puis il y a des choses qui résonnent juste. Faut juste faire attention. Tu sais, comme tu disais ton disclaimer tout à l'heure, attention, allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un pour un vrai diagnostic en médecine. C'est pas un vrai diagnostic, mais un diagnostic en médecine allopathique traditionnelle, parce que faut faire attention à pas se laisser embarquer en fait dans tout un tas de choses qui sont possibles, parce que justement c'est des domaines qui sont moins balisés. Donc c'est là où il faut être encore plus en lien avec soi-même et en lien avec des thérapeutes qui sont compétents et qui ont une éthique assez forte. Parce que, tu sais, je pense que c'est pour ça aussi que tu te formes sur plusieurs années, parce que c'est pas, ça vient pas du jour au lendemain parce que tu as décidé que tu étais thérapeute. Comme ça, tu sais, il y a des connaissances. Il y a deux choses que tu as dit qui étaient vraiment précieuses, c'est le lien avec soi et de prendre sa pleine responsabilité. Là-dessus, je vais donner mon point de vue aussi c'est sûr que la médecine traditionnelle n'encourage pas toutes ces médecines alternatives ou même nos discussions-là. Et c'est comme ça. Donc, à un moment donné, c'est important de le savoir. C'est bon d'aller voir dans la médecine académique, pour avoir un diagnostic, parce que eux, ils ont les outils. Ils ont les outils pour nous dire, OK, c'est dans quelle vertèbre qu'on a mal. Est-ce que c'est déplacé? Est-ce que c'est twisté? Et ça nous donne des indications précieuses pour pouvoir faire le décodage. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Et l'autre chose que tu as dit, c'est l'éthique. Et ça, c'est aussi important, l'éthique, donc responsabilité personnelle, que quand on va voir quelqu'un, c'est 50-50. Personne nous vend sa poutine. Ouais, sa salade ou c'est comme... Que quand on va voir quelqu'un, si ça n'a pas fonctionné, eh bien, ne vous découragez pas. Il y a d'autres personnes, mais surtout, prenez votre responsabilité. Et ensuite, eh bien, l'éthique, c'est au jugement, c'est votre capacité, sensibilité d'aller voir des personnes où vous ressentez de la confiance et de l'éthique pour faire ce travail-là qui est extrêmement précieux, extrêmement libérateur, mais qui doit être le mieux encadré possible. Ouais. Et moi, c'est pour ça que ce que je fais, c'est quand justement j'ai pas de connaissances dans un domaine comme ça, je me fais référer par des personnes qui ont eu affaire à leur service et qui ont bénéficié de leur service et qui sont satisfaites. Parce que justement, c'est des choses où on a tellement peu de repères parce que de toute façon, c'est pas enseigné, c'est pas favorisé, etc., que le meilleur repère, c'est le conseil de quelqu'un à qui ça a vraiment apporté quelque chose. Exact. Mais encore une fois, mon expérience ne sera que la mienne. Oui, absolument. Donc, moi, je me suis formée au Québec en loi biologique par toute une entreprise que j'aime beaucoup et qui s'appelle So Quantique. Puis vraiment, ça me fait plaisir d'aller les référer. Vous pouvez même dire que vous venez de ma part. Je connais très, très bien les fondateurs. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Allez-y vraiment avec le cœur. Et eux, voilà, pour moi, ils ont une éthique. Ça fait des années que je me forme là-bas. Et OK. Une bonne ressource si vous cherchez une ressource. Ouais, ça peut être une bonne ressource. Mais justement, si on revient à ce qu'on disait à propos de ces blessures émotionnelles qui soit donc reviennent de manière cyclique, soit se mettent là puis bloquent le fonctionnement d'un organe ou bloquent certains comportements. J'allais dire, je ne sais pas si c'est rassure-moi, parce que tu n'as pas forcément besoin de me rassurer, mais OK, mais est-ce que ça peut quand même s'atténuer avec le temps? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui peuvent se débloquer puis on ne reste pas pris avec ça toute notre vie?
Comment ça se passe? Maintenant, exact. C'est qu'une fois que on a ouvert le dossier et on le traite avec patience, avec amour, avec vraiment la volonté de la libérer, et puis quand ça s'ouvre, là, ça s'ouvre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, idéalement, pour les émotions très fortes, faites-vous accompagner, parce que souvent, la vague de l'émotion, c'est comme si on plonge la vague de l'émotion. J'aime beaucoup cette image du surf, en fait. Il y avait une de mes coachs qui faisait du surf. Elle nous a vraiment tellement bien raconté son histoire. Et c'est la même sensation, c'est que c'est très à contre-courant. Quand on vit une grosse émotion, c'est comme si on plonge dans l'eau. Mm-hmm. Et le cerveau va nous dire remonte à la surface, parce que ça, le cerveau nous dit sors vite de là. Et c'est souvent ce qu'on veut faire avec une émotion, parce que c'est inconfortable, c'est souffrant, c'est douloureux. Alors que pour vraiment traiter l'émotion et la libérer, la nettoyer, puisqu'on parlait de ce fameux nettoyage, eh bien, c'est contre-intuitif, mais l'idée, c'est vraiment de plonger dans l'émotion et de la laisser faire ce qu'elle a à faire, passer, et à un moment donné, faire confiance que quand c'est plus calme, on va remonter. On va forcément remonter. Et ça, c'est la même chose dans le surf. Si un jour vous avez déjà fait du surf, vous avez déjà eu cette expérience-là, si vous êtes emporté par la vague, en fait, ne faites rien. Laissez-vous porter par la vague. À un moment donné, vous allez toucher le fond et vous allez naturellement remonter. Et c'est contre-intuitif pour le cerveau. Absolument. Il n'arrive pas à concevoir ça. Mais si vous avez conscience de ça, en fait, en vrai, il n'y a pas de danger à vivre une émotion. Le danger, c'est de la retenir et de mal l'orienter. Quand on a une colère et puis qu'on ne sait pas, on la contient, donc on la retient. Et là, ça va sortir sur le premier venu, sur la première situation. Ah ouais, la cocotte minute, quoi. C'est pas respectueux, c'est pas sécuritaire pour la personne elle-même et pour les autres. Donc là, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une vraie gestion émotionnelle, par exemple. Mais donc, tu sais, moi, j'aime beaucoup ce parallèle que tu fais avec le surf par rapport aux émotions, parce que moi, je le vois dans une formation que j'ai fait là qui s'appelle Détends-toi le pompon et découvre-toi grâce à tes peurs. Tu sais, j'aime bien l'aspect humoristique. Puis, il y avait une des participantes qui dit, c'est à partir du moment où j'ai accepté de plonger dans la sensation complètement inconfortable où j'avais l'impression que j'allais mourir, que le reste, c'est délié, qu'elle a pu accéder à d'autres compréhensions, qu'elle a pu accéder à qu'est-ce qui était derrière, qu'est-ce qui était sous cette sensation vraiment super inconfortable. Et moi, j'ai toujours entendu dire, je fais pas de surf, mais j'ai toujours entendu dire que à la plage, si tu te fais faucher par une vague et que ça t'entraîne vers le fond, le truc, c'est que tu seras jamais plus fort que le courant. Donc, c'est se laisser entraîner jusqu'au fond, puis à un moment donné, le courant, ça s'affaiblit et il va te lâcher. Et c'est à ce moment-là que tu as intérêt d'avoir gardé ton air et tes forces pour remonter à la surface. Parce que si jamais tu te débats pendant tout le processus, tu vas juste t'épuiser avant que les conditions soient favorables pour pouvoir remonter à la surface à nouveau. Là, il y a, notamment en France, là, dans le sud-ouest, il y a ce qu'on appelle les baïnes à Lacanau, etc., où c'est des courants qui peuvent te faucher même dans 50 cm d'eau. Là. Tu sais, on s'entend que c'est assez spécial. Et il disait surtout ne pas se débattre. Si jamais tu te débats, si jamais tu luttes contre, c'est fini, c'est sûr, t'es mort. Et tu sais, les émotions, moi, ça me fait penser vraiment à ça. Tu sais, s'immerger, tu sais, ce que tu dis, c'est s'immerger complètement et accepter que la vague nous passe au-dessus, puis qu'on ait l'impression, parce que c'est drôle, ce qui me revient quand on en parle, là, c'est à un moment donné, j'avais une émotion très forte, là, c'était une peine vraiment intense, tu sais, qui était là, puis je m'étais mis à pleurer, et puis moi, c'était vraiment un processus où je me mettais à me regarder dans un miroir, puis, tu sais, pour me dire, OK, tu sais, je me lâche plus. Tu sais, il n'est plus question que je me tourne le dos, que je m'en aille, que je fasse comme si l'émotion n'était pas là, tu sais, donc je me regardais dans le miroir en train de pleurer, puis je me disais à moi-même, je me lâche plus. Et j'avais l'impression que j'aurais pu pleurer des heures et des heures tellement la peine était immense, puis tellement je me disais mais je vais jamais en sortir, ça va jamais se finir. Et je me suis laissée pleurer et en 5 minutes, en même pas 5 minutes, parce que j'avais une chanson sur les oreilles qui justement avait permis ce dégagement-là, en même pas 5 minutes, tout était terminé, puis j'étais à nouveau joyeuse. Puis j'ai fait OK, bon. Je sais pas si ça te parle ce genre d'expérience-là. Quand j'ai commencé mon éveil spirituel
malgré moi, c'était pas... Après mon burn-out, j'ai vraiment tout quitté. J'étais architecte, j'ai fait un burn-out, j'ai tout quitté et je suis venue m'installer au Canada. Et là, j'ai reconnecté à des dons. Et ça a été trop fort. Alors, il se passe quelque chose au Québec, c'est souvent, on se reconnecte à une puissance intérieure et aussi comme une identité oubliée. Et moi, ça a vraiment généré beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est une terre autochtone aussi, le Québec. Il y a vraiment beaucoup de souvenirs chamaniques. C'est assez fort en termes d'énergie. Et j'ai reconnecté à beaucoup, beaucoup de dons. Et c'était tellement fort et je me revois encore commencer un cycle une espèce de pleurs. Là, j'étais en pleurs tous les jours. Et tous les jours, quand je dis en pleurs, c'est que je pleurais quasiment 2 heures par jour. Oh. Et ça a duré quasiment 1 an. Ouf, ah oui, quand même. Épuisée. Je le raconte dans une entrevue que j'ai faite notamment pour le magazine de Caroline Gauthier, où j'explique mon éveil spirituel qui a duré 6 ans pour trouver un espèce d'équilibre, de flow. Mais les premières années, ça a été vraiment quelque chose. Et la clé, ça a été l'acceptation. Ouais. J'ai accepté que si ça se trouve, toute ma vie, j'allais pleurer entre 1 et 2 heures par jour. Et le jour où j'ai accepté, en fait, ça a commencé à diminuer. Et finalement, ça s'est arrêté en quelques jours. Alors que ça faisait des mois et des mois que j'étais à peu près sur la même sensation de devoir libérer. Et je pensais que j'étais pas correcte. Je pensais qu'il y a quelque chose qu'il fallait arranger, que j'allais jamais m'en sortir. Et tant que j'étais dans cette volonté de réparer quelque chose et je n'étais pas en train de laisser aller dans cette vague, eh bien, le process ne peut pas se faire. Ouais. Et c'est l'acceptation, comme je pense que toi, tu as fait. Oui, mais c'est fou parce que justement, en tout cas, moi, je vois que quand je suis pas dans l'acceptation, j'ai tendance à croire que si je résiste, enfin, c'est pas si je résiste parce que je veux pas m'avouer que je résiste, mais si je fais quelque chose, non, je peux pas faire ça, je peux pas, je peux pas, comme toi, pleurer 2 heures par jour. Voyons, ça va jamais terminer, etc. Je peux pas, c'est pas bien, il faut pas, etc. Et tant que je suis là-dedans, c'est comme moi, l'idée que j'avais, quand je pleurais là, j'avais l'impression que ma peine était comme ça, puis le canal pour sortir, c'était gros comme ça. Puis je me disais, s'il y avait mon mental rationnel qui tournait, puis je me disais, mais jamais, ça va jamais finir, et juste le fait de laisser aller le processus tel qu'il doit se dérouler, il y a de l'alchimie qui se fait, il y a comme quelque chose qui se transforme d'un coup, puis c'est là qu'on voit qu'on est bien au-delà de la volonté, qu'on est bien au-delà du rationnel conscient, des pensées, de la stratégie, du faire, c'est juste être, se laisser être, et quand tu te laisses être, ça shift. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. Mais c'est difficile en même temps. On dit c'est la clé, c'est facile. Non, c'est difficile. Cette dualité-là avec les émotions, parce que on a peur d'être jugé aussi, mais finalement, ça rajoute. C'est comme si c'était une émotion qui était cumulée parce qu'on a envie une émotion, puis là, on a peur d'être jugé. Alors, ça remet une couche de peur, donc une autre émotion sur l'émotion. Et c'est ça qui scelle, qui bloque l'énergie et qui fait que ça devient de plus en plus difficile d'y avoir accès. Et à un moment donné, on se dit, mais le travail, le dossier est trop lourd. Et d'un coup, ça fait encore plus peur parce qu'on ne se reconnaît même plus. On se dit qui je vais devenir, qui je vais être. Et là, c'est comme des émotions qui sont cumulées. Donc, je pense que plus on va entrer en contact avec des personnes qui ont déjà vécu ça, ça nous donne l'opportunité de se dire, OK, si cette personne a réussi, je peux le faire. Ensuite, s'entourer de personnes qui acceptent aussi qu'on vive nos émotions. Et on n'est pas dans une société qui accepte ça. Ah non, clairement pas. Ensuite, je pense aussi que vivre ses émotions ne veut pas dire de les vivre n'importe comment partout. Ça veut dire de les vivre avec respect et sécurité. Et ça, c'est aussi un point important que j'ai appris au fil du temps, que quand les gens passent un bon moment quelque part, si je pique une crise, des larmes à pu me retenir, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, il y a un mini contrôle à avoir par respect pour les autres, de se dire, je vais vivre mon émotion, mais plus en retrait. Ou alors d'aller dans des groupes qui le permettent, évidemment. Ouais.
Mais c'est aussi se donner des bonnes conditions pour le vivre de manière harmonieuse. C'est-à-dire que si je suis en mode, oh, j'ai aucune censure, je vis toutes mes émotions quand je veux les vivre, etc. Le problème, c'est que je vais me mettre dans des contextes qui sont pas porteurs. Parce que si tous les gens autour de moi sont, soit ils vont se sentir complètement déstabilisés parce que, quoi, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe, ou ils vont être super jugeants, etc. Je suis en train de me donner des mauvaises conditions pour vivre cette émotion-là. Et moi, j'ai une thérapeute qui m'a dit, mais ton émotion là, si jamais tu peux pas la vivre maintenant en live, tu peux lui dire, je t'ai vu et je vais te donner la possibilité de t'exprimer à tel moment. Et l'émotion va attendre parce qu'elle sait qu'elle a été vue et reconnue et c'est ça le plus important. Après, quand est-ce que tu peux le vivre? Est-ce que c'est 5 minutes après parce que tu es allé te planquer dans les toilettes ou tu es sorti dehors ou c'est 2 heures après parce que tu étais en pleine réunion de famille, peu importe quoi, et que c'était pas disponible à ce moment-là, c'est pas grave. Il n'y a pas une urgence, c'est pas un cas de mort imminente qu'il faut absolument traiter à coup de défibrillateur. Non, non, tu peux tu peux dire, OK, ça j'ai vu, je te reconnais, tu es légitime. C'est juste que là, on va laisser un petit délai et je m'occupe de toi tout à l'heure, puis je te donne pleinement la place tout à l'heure. J'adore, j'utilise ça aussi en fait. Parce que c'est important de se donner les bonnes conditions. Parce que souvent, moi, je vois que des fois, dans la précipitation de me dire je vais accepter, je vais vivre, je ne me fais pas, je ne me respecte pas au point de me donner des bonnes conditions. Et donc, clairement, pour vivre sainement ces émotions, on a besoin, enfin, moi, je trouve que j'ai besoin de ça, c'est-à-dire de me donner cette importance-là en me mettant des bonnes conditions autour de moi. Absolument. Puis là, moi, j'utilise exactement la même chose. Quand c'est pas le bon, je dis à l'émotion, OK, on va le faire plus tard. Pour que ça marche et pour rester en confiance, en alignement, il faut vraiment faire ce qu'on dit à notre cerveau. Oui. Donc, quand on lui dit, ce soir, je prends un temps pour écrire, pour méditer, puis on y va. Alors, on peut mettre une musique qui nous permet de sortir ça. C'est pour ça que je travaille aussi beaucoup avec l'art. Moi, j'aime beaucoup, je fais aussi des ateliers, notamment pour exprimer en peinture ou redécouvrir, en fait, aller connecter à ses émotions. Donc, se donner un espace. Donc, si on dit à l'émotion, c'est à tel atelier que je veux vivre ça, parce que le contexte est mis pour, eh bien, faut vraiment y aller. Faut vraiment le faire. Si on dit j'écris ce soir, je prends 1 heure pour prendre un bain, méditer, écouter une musique, faut vraiment le faire. Ça, c'est important parce que sinon, notre cerveau n'a plus confiance dans ce qu'on non, on trahit la confiance en nous-mêmes. Puis après, c'est comme, non, t'as dit que tu le faisais, mais tu le fais jamais. Tu sais, pourquoi je vais te croire cette fois-ci? C'est ça. Juste, je vois l'heure passer. Dis-moi, il te reste combien de temps? Là, je sais pas, 15-20 minutes. Ok, non, c'était juste pour être sûr parce qu'il y avait un petit dernier sujet que je voulais qu'on aborde. Et tu parlais de la nature féminine, les cycles et les émotions, combien l'énergie féminine était plus en lien avec les émotions et combien on le vivait dans notre corps, dans chacun de nos cycles. Donc, go, vas-y. Qu'est-ce que toi, tu as observé? Qu'est-ce que tu trouves précieux là-dedans, dans ces cycles qui peuvent paraître pour certaines comme une malédiction qui revient chaque mois? Toi, en quoi tu trouves que c'est précieux? Pour moi, être incarnée en tant que femme, ça a cette opportunité d'être plus en contact avec les cycles naturels de la vie. Et les cycles, il y a toujours une phase, tout ce qui monte redescend dans la nature, c'est comme ça. C'est la dualité de la planète Terre, c'est un peu les règles terrestres. Et la femme a l'opportunité de vivre en fait cette montée d'énergie, cette montée aussi d'émotions dans son propre cycle et cette redescente. Là où les gens vont dire « Ah, t'es un peu plus déprimée ». Mais en réalité, la femme a cette opportunité d'être en contact direct avec qu'est-ce que le cycle et d'amener quelque part cette confiance que même si ça redescend, à un moment donné, ça va revenir. Donc, la femme, je crois qu'elle expérimente ça. Et je crois que les femmes sur Terre sont venues aussi enseigner un peu les cycles au paradigme masculin. Okay.
Et c'est super précieux parce que la femme, je crois vraiment qu'elle est plus basée sur les cycles lunaires, donc on le voit avec les cycles de la Lune, Ouais. parce que la femme, toute l'énergie féminine est dans l'intériorité, tout ce qui est plutôt froid, sombre, tout ça c'est de l'énergie féminine, le flow, vraiment la créativité, l'imaginaire, l'abstrait. Et l'énergie masculine, donc la majorité des hommes sont quand même plutôt incarnés donc sous l'énergie masculine dominante. Eux, ils sont sur un cycle qui est solaire. Les hommes, normalement, c'est plus la chaleur, le cadre, la structure, l'analyse. Ça, c'est des énergies qui sont masculines. Et le fait que, justement, les femmes expérimentent le cycle plutôt lunaire, donc plus court, comme le cycle solaire, qui est plus long, eh bien, ça donne l'un et l'autre d'avoir une meilleure compréhension, plus subtile, plus précise de la vie d'une manière générale. Et les émotions, pour moi, eh bien, comme elles ne sont pas cadrées, elles ne sont pas figées, c'est vraiment un flow. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment la femme qui serait censée, je dis qui maîtrise mieux, mais ça dépend de ma conscience, qui serait amenée, qui a l'opportunité d'être plus rapidement en contact avec ces énergies des émotions. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a aussi, autant il y a des hommes qui ont plus de l'énergie féminine, il y a des femmes qui ont plus d'énergie masculine. Puis pour moi, l'idéal, c'est d'arriver à faire danser les deux pour manifester l'un ou l'autre en fonction de quel est le besoin du moment. Tu sais, je veux dire, si j'ai besoin de passer à l'action, c'est mieux que je sois dans une énergie masculine parce que dans une énergie féminine, ça va être pas mal plus compliqué. Si j'ai besoin d'être en réception, en conception de projet, etc., c'est sûr que être dans mon énergie féminine, ça va être mieux. Mais tu sais, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu disais, c'est cette notion d'incarner, tu sais, de sentir dans son corps les cycles et parce qu'il y a même pour certaines femmes, je sais, tu sais, des moments où avant les menstruations, tu sais, c'est tellement intense que ça fait genre comme une mini dépression où tu sais, c'est vraiment très difficile. Puis c'est de ramener de la conscience là-dedans, dire ouais, mais c'est parce qu'il y a une intelligence derrière ça. Il y a une intelligence émotionnelle. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le cycle féminin, c'est que suivant les phases du cycle, ben, il va y avoir une connexion avec l'invisible qui va être différente, où il va y avoir un rayonnement personnel qui va être différent. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans la gestion des émotions, c'est de se rendre compte à quel point les émotions peuvent être fluctuantes en fonction des moments de la journée, mais aussi du mois, de l'année. C'est mettre de la conscience là-dedans, finalement, au lieu de voir ça comme une malédiction. Absolument. En fait, la base, c'est ça. Ce qui était mal compris, c'est toute l'histoire en fait de l'humanité, mais on était sur un paradigme masculin. Donc, à partir de maintenant, on peut se dire que, ok, on était sur un paradigme masculin, et là, la Terre est en train de basculer en termes de fréquence vibratoire vers un paradigme plus féminin. Donc là, les femmes commencent à avoir de plus en plus de place pour vraiment, c'est l'opportunité de reconnecter avec nos cycles, parce qu'avant, la femme essayer de rentrer dans le moule du paradigme masculin. La façon de travailler, la façon d'agir, qui était plus sur le versant masculin si elles voulaient faire leur place. Ouais. Et là, on vit une époque qui est incroyablement magnifique pour vraiment reconnecter à beaucoup plus de douceur. On s'en va vers là. Beaucoup plus de douceur. Même si c'est pas quelque chose qui peut être qui est visible chez tout le monde, tu sais, dans le monde proche de tout le monde. Parce que, tu sais, quand tu dis ça, je suis 100% d'accord avec toi. Puis en même temps, je me dis, pour les femmes qui, excuse-moi l'expression, en chient, tu sais, dans un milieu très masculin, très, tu sais, vraiment très normatif, très, très fermé, tu sais, qui cadenasse les émotions et tout ça. Tu sais, si jamais il y en a qui t'entendent, elles doivent se dire, on ne doit pas vivre dans le même monde. En fait, si, mais c'est juste que il y a des endroits où c'est plus visible que d'autres. Oui, puis encore une fois, ça dépend. Récemment, j'ai fait beaucoup d'écriture cet été 2021 et récemment, j'ai vraiment vu que mon incarnation était déjà dans le paradigme très féminin. Et en fait, c'est pour ça finalement que dans ce monde masculin, j'essayais de rentrer. C'est comme si moi, je me vois comme un rond, j'essayais de rentrer dans un carré. Et pendant des années, donc j'ai fait un burn-out de dépression. Et c'est comme si en ce moment, je sens le changement de la Terre, je vois que les personnes que j'accompagne, avec qui j'interagis, eh bien c'est comme si d'un coup, j'avais l'opportunité de plus passer mon message.
parce que en fait, réellement, d'un point de vue de mon incarnation, c'est écrit quand je suis venue au monde, donc je l'ai vu en astrologie, en human design, je l'ai vu sur plusieurs points, que moi, j'avais cette tendance à être déjà plus sur le versant féminin. Donc, rien n'est perdu. Moi, je faisais partie du monde vraiment masculin, mais j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Et les signes étaient gros. Burn-out, dépression. Donc, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui disent, je ne vois pas comment elle fait, mais c'est vrai qu'au travail, ça ne me correspond pas du tout. Eh bien, c'est une invitation. Aujourd'hui, c'est une invitation à petit, juste commencer par prendre conscience. Waouh, et si j'étais plus à l'écoute de mon cycle? Et si pendant, par exemple, mes menstruations, je me prenais du repos parce que c'est fait pour ça, c'est un nettoyage. Ouais, en tant qu'entrepreneur, je le fais, tu sais, c'est important de le faire. Puis quand tu le fais, puis tu le dis aux autres, les autres sont comme quoi? Tu prends des journées de congé pour tes menstruations? Oui. Mais oui, Et pourquoi les autres te regardent avec des yeux comme ça en disant la chance. Tu sais, en fait, non, enfin, la chance. Je me trouve chanceuse de me donner ce droit-là. Mais oui, tu t'autorises. Et je crois qu'en ce moment, c'est ça les messages de plus en plus, surtout pour les femmes, de femme à femme. J'ai envie de passer vraiment un message d'autorisation. Puis on ne dit pas que ça va faire un 360 tout de Une suite, révolution en l'espace d'un claquement de doigts. mais juste s'autoriser, OK, dans 3 mois, dans un mois ou mon prochain cycle, je le fais différemment. Je quitte un peu de travail. Ces mini changements qui au final font une énorme différence sur notre énergie parce qu'on se donne l'autorisation d'être dans cette énergie-là. Et puis je crois qu'on va justement conclure là-dessus. L'autorisation, se donner le droit, particulièrement, c'est valable pour les hommes aussi, mais bon, on est des femmes toutes les deux, donc particulièrement en tant que femmes, se donner le droit de vivre ses émotions, de connecter à ce qu'on a vraiment besoin, puis l'écouter. Pour les hommes, en tout cas pour les femmes, c'est d'écouter un peu plus leur cycle qui est déjà là. Et pour les hommes, eh bien, comme eux entrent aussi dans ce shift de la Terre, dans ce changement de Terre qui est plus sur un versant féminin, pour les hommes, c'est l'autorisation à exprimer un peu plus leurs émotions. Ils vont être de plus en plus accueillis parce que les femmes vont les soutenir là-dedans. Ça, j'y crois profondément. Donc pour les hommes, eh bien, c'est vraiment une autorisation à commencer à s'exprimer un peu plus sur ce qu'ils ressentent profondément. Bon, ben voilà, parfait. Merci Julia. Merci beaucoup, Blandine, pour cette invitation. Yes.